Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leur réponse. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle. C'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche. La décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario, ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions.
Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi ? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu.
L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux, ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre, il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer.
Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit.
C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limitez l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez, vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiments accumulés,
plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique. Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots, ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile. Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9.
Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles, tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable. La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident. On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien. Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend. Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort,
dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre. C'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté. La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Si tu t'arrêtes un instant pour observer avec froideur, tu te rendras compte que ton corps ne ment jamais. L'image que tu projettes, la façon dont tu occupes l'espace, la manière dont ton visage et tes gestes réagissent à la vie quotidienne, tout cela est une déclaration silencieuse de tes décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de génétique ni de chance. Ce que les autres voient est l'effet accumulé de ce que tu répètes. Tolère et laisse passer devant le miroir, et loin de lui. L'usure ne vient pas d'un coup, mais des habitudes automatiques, des petites négligences et des excuses qui deviennent routine jusqu'à ce que la présence s'éteigne et que la vitalité se fasse sentir absente. La plupart vivent ainsi, traînant leur corps comme si la fatigue était un mérite, justifiant le désordre comme s'il était inévitable. Mais, si tu as le courage de te regarder avec honnêteté, tu te rendras compte que la discipline se reflète avant les mots, que l'autocontrôle se remarque dans le regard, que la tempérance se lit dans la posture et que la négligence finit toujours par coûter cher. Le respect de soi se construit dans l'invisible, dans la somme de choix minimes qui semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils changent tout. Personne ne viendra te sauver de tes propres habitudes. Si tu veux que le monde te perçoive différemment, tu devras commencer par cesser de vivre en automatique. Le corps est le journal de tes habitudes. Le changement n'attend pas, il ne demande pas non plus la permission. Observe vos habitudes sans excuse. La vérité est celle-ci. Vos habitudes vous trahissent et vous ne vous en rendez même pas compte. Peu importe ce que vous dites, ni les justifications que vous inventez pour vous sentir à l'aise. Si vos coutumes sont médiocres, votre présence sera médiocre, et c'est tout. Vous pouvez parler de potentiel, de bonnes intentions, mais la réalité s'impose chaque fois que vous marchez voûté, lorsque votre regard fuyant révèle de la fatigue et du désintérêt, lorsque votre corps transmet l'abandon bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Voici la preuve, claire et brutale, de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Observez ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous vous laissez porter par le pilote automatique. Il ne s'agit pas de vous diaboliser, mais de voir sans filtre. Combien de fois avez-vous laissé passer le temps devant un écran? Avez-vous reporté les soins de base pour vous-même? Vous êtes-vous réfugié dans la plainte ou dans l'excuse facile? Chacun de ces actes est une décision, et la somme de ces décisions est votre présence, votre visage, votre posture, votre énergie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes le résultat de vos choix répétés. Cela vous dérange de l'entendre parce que personne ne veut admettre qu'il entraîne la faiblesse tous les jours, mais c'est le prix de l'honnêteté. Si vous n'avez pas le courage de regarder vos habitudes en face,
alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de la façon dont les autres vous perçoivent. N'attendez pas de respect ni d'admiration lorsque vous ne montrez même pas de respect pour votre corps, votre repos, votre alimentation, votre attitude. Assez de glorifier la fatigue, de justifier le mauvais traitement silencieux que vous vous infligez avec chaque nuit mal dormie, avec chaque repas choisi par anxiété, avec chaque minute offerte au bruit superficiel des réseaux. Si vous voulez vraiment transformer votre présence, cessez de chercher des explications externes et commencez à enregistrer chaque acte quotidien sans anesthésie et sans embellissement. Le premier pas n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de regarder avec brutalité, sans filtre, ce qui se passe déjà. Il ne s'agit pas de vous obséder avec la perfection ni de vous punir pour chaque chute. Il s'agit de cesser de vous mentir. Ce que vous niez vous domine, ce que vous observez, vous pouvez le transformer. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce en regardant la réalité en face, sans faux semblants, sans histoire. Le véritable changement commence au moment où vous êtes capable de vous reconnaître dans vos habitudes, sans excuses, sans raccourcis mentaux. Si vous refusez d'observer, vous répétez la dette encore et encore jusqu'à ce que votre présence devienne un fardeau pour vous et pour les autres. La transformation commence dans l'acte brutal de vous observer, sans justification, sans applaudissement. Personne ne va vous sauver de vos propres routines. Soit vous prenez le contrôle, soit vous continuez à payer le prix de l'inconscience. Ce que vous faites en privé se remarque en public. C'est la loi. 2. Ton corps révèle ce que tu répètes. Tu te lèves et ressens le poids sur les épaules, les paupières encore lourdes, le dos courbé sans même t'en rendre compte. Tu vas directement au téléphone, vérifiant les messages avec un pouls tendu. Et ta respiration n'est qu'un soupir superficiel. Tu te regardes du coin de l'œil dans le reflet de l'écran éteint et le geste est le même qu'hier. Fatigué, distrait, presque absent. Ce petit rituel, si automatique, est la trace de ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est la manifestation externe de ce que tu portes à l'intérieur, de la somme de tes choix et de tes renoncements. Le corps ne ment pas. Il enregistre avec une précision chirurgicale chaque nuit mal dormie, chaque repas qui ne cherche à combler des vides, chaque pensée que tu choisis de laisser sans réponse. La tension dans la mâchoire lorsque tu tais ce qui te dérange, la rigidité des épaules chaque fois que tu fais le fort, le regard qui évite trop parce que tu crains de voir ce qu'il y a derrière. Le corps est l'archive de tes répétitions. Tu ne peux pas séparer ce que tu fais de ce que tu es. Il y a une inertie derrière les gestes quotidiens, une résistance subtile qui s'installe dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois, dans cet élan de vérifier ton téléphone pour ne pas rester seul avec tes pensées. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La lassitude de ne pas te mettre de limites, de dire oui quand tu veux dire non, de céder du terrain à la paresse, à la plainte, au récit de victime. Le corps absorbe tout et finit par communiquer ta vérité aux autres avant même que tu prononces un mot. Si tu insistes pour alimenter des habitudes qui te drainent, le reflet sera inévitable. Tu te verras et te sentiras de plus en plus petit, plus terne, plus éloigné de ton propre respect. Le véritable conflit est interne. Ce n'est pas ta génétique, ni l'âge, ni les vêtements, ni le contexte. C'est la somme de tes répétitions silencieuses, celles qui te volent de la vitalité sans que tu ne t'en rendes compte. Certains attendent un changement dramatique, une révélation, mais la réalité est beaucoup plus simple. Chaque fois que tu répètes une habitude médiocre, tu entraînes ton corps à la résignation. Et chaque fois que tu choisis, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de redresser le dos, de regarder droit devant, de respirer profondément et d'agir en pleine conscience, tu inities une fracture dans ce cycle. Le corps apprend vite, tant la faiblesse que la force. Ton corps révèle ce que tu répètes, et les autres le perçoivent même avant toi. Si tu veux changer la perception, commence par changer la répétition. Il n'y a pas de raccourci, juste la constance de ce qui est simple. Ce que tu répètes te définit. 3. Corrige ta posture, change ton message. Je te confie quelque chose d'inconfortable. Parfois, même quand je sais que je devrais être droit, conscient de ma présence, je me recroqueville à nouveau comme si, au fond, je voulais me cacher du monde. Ce n'est pas de la paresse physique. C'est une sorte de réflexe accumulé.
comme si le corps apprenait à se protéger en baissant la garde, envoyant le mauvais message à tous, même à moi-même. La posture n'est pas seulement l'endroit où repose ta colonne, c'est le résultat final de milliers de petites décisions mentales que tu as laissées s'automatiser. Le véritable problème apparaît lorsque tu ne reconnais pas cet automatisme comme un choix, mais comme un fait inévitable de ta personnalité, comme s'il était hors de ton contrôle. Lorsque tu marches avec les épaules affaissées ou le regard baissé, ton corps communique avant toi le message de reddition, d'épuisement, que ta vie intérieure cède du terrain face au monde extérieur. Et même si tu t'efforces de parler avec assurance, même si tu prépares des discours ou essayes de convaincre, ta présence physique a déjà rendu le verdict bien avant. L'autoperception devient prophétie et les autres ne font que la confirmer. Changer la posture peut sembler une recommandation superficielle jusqu'à ce que tu comprennes à quel point cela affecte la perception que tu as de toi et celle que les autres reçoivent. Il ne s'agit pas seulement de santé physique ou de mieux paraître sur les photos. C'est une question de message, d'autorité interne, de respect de soi. Le corps est un canal de communication qui ne ment pas. Chaque fois que tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement des muscles, tu ajustes le message que tu envoies à ton environnement et à ton cerveau. Redresser le dos, détendre la mâchoire, ouvrir la poitrine, relever le regard. Ces gestes simples, répétés avec intention, désactivent peu à peu la narration silencieuse de la défaite. L'esprit associe la posture à l'état émotionnel et vice-versa. Si le corps se plie, l'esprit se rend. Si le corps s'affirme, l'esprit s'active. Chaque ajustement conscient est une fracture dans l'automatisme de la résignation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et un entraînement mental. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour corriger ta posture. C'est l'acte de la corriger qui entraîne la sécurité. Le respect commence par le corps que tu habites. Si tu choisis de laisser l'inertie décider de ta posture, ton message sera toujours celui de la faiblesse apprise. Mais si tu décides d'intervenir, même si cela te met mal à l'aise au début ou semble artificiel, tu commences à réécrire le scénario interne que tu as répété pendant des années. Le contrôle commence par ce qui semble le plus simple, la façon dont tu habites ton corps. Tu ne peux pas contrôler l'opinion de quiconque, mais tu peux contrôler le message que tu délivres avant de parler. La présence est message. Le corps crie ce que la bouche tait. 4. Respire profondément avant de réagir. Pense à un ressort comprimé à son maximum, tendu sous la surface et prêt à sauter. Ainsi, bien souvent, tu traverses la vie. Les épaules légèrement raides, les doigts serrant le téléphone, la mâchoire fermée jusqu'à laisser une marque. À l'extérieur, à peine un geste. À l'intérieur, l'accumulation de 1000 petites tensions que personne ne voit, mais que le corps enregistre et transmet comme un langage secret. Il suffit d'un mot, d'un commentaire déplacé, d'un message inattendu, et tout ce ressort interne se libère dans une réaction automatique. C'est le moment où tu cesses d'être présent et deviens simplement une réponse. Un reflet conditionné par la fatigue, l'anxiété ou les comptes émotionnels non réglés. L'air devient court, la respiration se contracte dans la poitrine et le pouls s'accélère sans que tu ne t'en rendes compte. À cet instant, le contrôle n'est plus à toi. Il appartient à l'habitude, à la réaction apprise, à cette dette nerveuse que tu ne payes jamais et qui se réclame toujours sous forme de mots que tu regrettes ensuite, de gestes brusques ou de silences chargés de ressentiment. Mais tout change dans le bref espace entre le stimulus et la réaction. Cette marge, bien qu'elle semble minime, est le seul terrain véritablement à toi. Ce que tu fais là détermine si tu deviens esclave de tes impulsions ou maître de ta présence. Respirer profondément avant de réagir n'est pas seulement une recommandation de manuel de développement personnel, c'est une fracture réelle dans le mécanisme de l'impulsivité. C'est l'acte, simple et concret, de reprendre le contrôle sur toi-même quand tout pousse à le perdre. Sens comment l'air entre par le nez, descend, remplit l'abdomen, se dilate dans la poitrine. Sens comment, en expirant, tu desserres le poing, relâches le cou, déverrouilles la mâchoire.
Le monde peut être en feu autour de toi, mais ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment répondre. Cette pause est un pouvoir. L'autocontrôle commence au diaphragme. Dans la pratique, tu le remarqueras dans les petites choses. Le courriel agressif auquel tu ne réponds pas immédiatement, la discussion familiale où tu choisis de contenir ta voix, le commentaire blessant que tu ne renvoies pas avec un autre du même acabit. Chaque fois que tu respires avant d'agir, le ressort perd de sa force, la réaction automatique s'affaiblit et ta présence se renforce. C'est là que se cultive la véritable tempérance, dans la maîtrise de ses propres réponses. Une respiration peut changer le cours d'une journée. Celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. La pause, bien que brève, est la différence entre ajouter de la tension ou libérer de l'espace pour une décision consciente. Personne ne remarque l'effort de l'extérieur, mais ton corps le remercie et ton environnement le perçoit. Le respect de soi se construit dans ces secondes d'oxygène et de silence. Respire profondément avant de réagir. C'est là que commence le véritable contrôle. 5. Choisis bien ce que tu consommes au quotidien. Tout ce que tu consommes te façonne, même si tu refuses de l'admettre. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois si tu passes la journée à nourrir ta tête et ton corps avec des déchets, espérant que la discipline et la clarté fleurissent de nulle part. Chaque gorgée, chaque bouchée, chaque minute d'attention que tu offres à l'écran est un investissement direct dans ton avenir ou dans ta misère. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu te construis, soit tu te détruis, décision après décision, choix après choix. Arrête de te mentir en pensant que ces petits excès, ces séries interminables, cette nourriture choisie sur un coup de tête, cette information chargée de colère, ne laisse pas de traces. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges et ce que tu crois. Il absorbe tout et le transforme en matière première pour ton humeur, ton énergie, ton apparence et ton attitude. Si l'alimentation principale de tes journées est le drame des autres, la plainte numérique, le sucre facile, la comparaison toxique et l'information poubelle, ne t'attends pas à avoir de la lucidité ni de la force pour affronter ce qui compte. Voilà le piège. Tu veux des résultats différents, mais tu répètes un régime émotionnel et physique qui te rend juste plus faible. Ce que tu consommes en silence est ce qui t'affecte le plus. L'auto-tromperie préférée est de croire que tu peux compenser plus tard, qu'un week-end de désintoxication efface des semaines d'excès et de négligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps et l'esprit sont comme un compte bancaire. Ils retirent et retirent jusqu'à ce que le découvert arrive. Et quand il faut payer, la facture est lourde. Fatigue, irritabilité, peau terne, regard perdu, énergie qui s'évapore avant midi. Si tu n'as pas la volonté de filtrer ce qui entre dans ton organisme et ta tête, ne te plains pas si ton reflet est une version médiocre de toi-même. La véritable discipline ne commence pas à la salle de sport ni dans la méditation, mais dans la brutalité de l'honnêteté en reconnaissant ce que tu laisses entrer dans ta vie et pourquoi. Chaque impulsion que tu suis sans questionner t'entraîne vers la faiblesse. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes du terrain. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de respect de soi. Personne ne va choisir à ta place. Personne ne va nettoyer le désordre intérieur que tu génères chaque jour. Si tu veux vraiment de la présence, de l'énergie et de la clarté, tu dois être implacable avec ce que tu consommes. Information, nourriture, images, conversation. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu projettes. Ton filtre est ta frontière. Si tu ne le renforces pas, tout ce qui est extérieur t'envahit et te transforme en un reflet du pire de l'environnement. Choisis bien ou sois dévoré par ce que tu choisis mal. Ta présence commence par ce que tu permets de te nourrir. C'est la loi. 6. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Personne qui néglige son sommeil ne peut feindre la présence ni l'autorité. C'est la vérité inconfortable. Tu peux tromper les autres un moment, mais ton corps finira par trahir la dette que tu accumules nuit après nuit de repos superficiel. Il n'y a pas de volonté qui puisse compenser l'épuisement d'un esprit fatigué ni d'un corps privé de réparation.
La fatigue chronique ne se remarque pas seulement dans tes cernes ou dans la lourdeur de tes paupières, mais aussi dans l'irritabilité avec laquelle tu réponds, dans la dispersion qui trahit tes mots, dans l'absence d'éclat dans ton regard. Le sommeil est la base sur laquelle tout le reste se construit. Quand tu l'utilises comme monnaie d'échange, tu le payais avec ta clarté, ton énergie et ta capacité à tenir la parole que tu engages chaque jour. Beaucoup de gens croient que dormir peu est un insigne de force, comme si sacrifier le repos était une preuve d'engagement ou d'ambition. C'est un mensonge dangereux qui n'entraîne que la médiocrité. Celui qui ne respecte pas ses heures de sommeil finit par vivre dans un état de dette permanente. Tout coûte plus cher, tout irrite davantage, tout semble être une montée. L'esprit fatigué cherche des raccourcis, tombe plus facilement dans la plainte et l'auto-tromperie, perd la tempérance qui distingue celui qui gouverne sur lui-même. Quand tu ne prends pas soin de ton repos, ton caractère en souffre. L'autocontrôle s'affaiblit, la patience devient fragile et la capacité de bien choisir s'évapore. Ce n'est pas une question de dormir juste ce qu'il faut. C'est une question d'honorer le seul espace où le corps et l'esprit peuvent redémarrer et se recomposer pour affronter la journée avec dignité. Le sommeil est un acte de respect de soi, aussi sérieux que de tenir la parole que tu donnes. Négliger ton repos, c'est te trahir dans l'essentiel. C'est te dire que tu peux remettre à plus tard ce qui est urgent maintenant. Chaque nuit que tu offres à l'insomnie volontaire, à l'écran illuminé ou à l'inquiétude sans filtre, tu accumules une dette que ton corps réclamera inévitablement. Et cette réclamation va directement à ta présence. Visage terne, énergie dispersée, regard vide. Celui qui dort mal vit à moitié, réagit au lieu de décider, survit au lieu de diriger. Il n'y a pas de transformation possible sans une base solide de repos. Tu veux clarté, force et contrôle sur tes émotions, mais tu te refuses le droit de te reposer. Là se trouve la contradiction qui sabote tout effort de changement réel. Le respect commence dans l'invisible, dans la discipline d'éteindre le monde extérieur pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Ce que tu promets et ce que tu reposes sont la structure sur laquelle repose ton caractère. Si tu ne peux pas te soutenir dans ce qui est le plus simple, tu ne pourras pas non plus te soutenir dans ce qui est difficile. La discipline nocturne est l'entraînement secret du jour. Sans sommeil, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de respect. 7. Modère ton temps devant les écrans. Tu vas à la cuisine avec le téléphone à la main, vérifiant les notifications presque par réflexe pendant que tu te sers un verre d'eau. Tu ne remarques même pas le geste. Le pouce glisse, tu ouvres un réseau, tu en fermes un autre, tu changes d'écran sans vraiment regarder. Quand tu t'en rends compte, 15 minutes se sont écoulées, debout, le regard perdu dans une succession interminable d'images et de messages qui ne t'apportent rien. L'eau est toujours là, tiède, et l'esprit est déjà saturé avant même de commencer la journée. C'est ce cycle invisible qui se répète encore et encore, de petites fuites d'attention qui, additionnées, finissent par drainer l'énergie, étourdir la pensée et brouiller la notion réelle du temps. Ce n'est pas seulement une question de loisir, c'est une érosion silencieuse de la présence, de la capacité à concentrer l'attention et à maintenir la discipline sur soi-même. L'utilisation excessive des écrans altère non seulement ton repos, mais déforme aussi la perception que tu as de toi, des autres et de la valeur même du quotidien. Il y a un mécanisme clair derrière cette compulsion à vérifier le téléphone. L'esprit recherche la gratification instantanée, la distraction facile et l'évasion face à tout léger inconfort ou ennui. Ainsi, tu entraînes sans le vouloir l'incapacité de tolérer le vide, d'être avec toi-même, de faire face à l'inconfort naturel de la vie sans un filtre numérique entre les deux. La conséquence est directe. Une moindre capacité de concentration, moins de tolérance à la frustration et une présence de plus en plus fragmentée. Quand tu ne peux pas rester 5 minutes sans vérifier l'écran, ton attention est hypothéquée et ton autocontrôle s'affaiblit. Chaque minute devant l'écran est une décision qui t'éloigne de la réalité palpable et entraîne ton esprit à la dispersion. Ce qui semble être un repos est, la plupart du temps, un entraînement à l'anxiété.
Si tu te réveilles et que la première chose que tu cherches est le téléphone, si tu manges avec l'appareil à côté, si tu ne peux pas regarder une série sans vérifier des messages toutes les 10 minutes, alors tu es en train de cultiver une incapacité réelle à habiter le présent. Et cela transcende le numérique. La posture voûtée, les yeux fatigués, l'expression absente, sont la trace physique d'une habitude qui te vole ta vitalité. Personne ne respecte celui qui ne peut pas maintenir sa propre attention. La présence s'affaiblit lorsque le regard se perd dans l'écran. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui mettre des limites claires. Le contrôle ne réside pas dans le rejet du progrès, mais dans la décision de quand et comment tu t'exposes. Modère le temps, établis des fenêtres spécifiques et éteins les notifications qui n'entraînent que l'urgence et l'anxiété. Récupère l'espace mental qui t'appartient et utilise-le pour renforcer la présence. Être ici, maintenant, avec ceux qui sont devant toi ou avec toi-même, sans le besoin constant de stimulation externe. L'attention est la monnaie avec laquelle tu payes ta propre présence. Si tu la donnes sans filtre, tu perds le respect de soi et le contrôle sur ton énergie. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu donnes à l'écran, tu le retires de ton caractère. Entraîne ton attention, récupère ton temps. La véritable maîtrise commence au doigt qui décide de ne pas glisser. 8. Maîtrisez vos gestes, maîtrisez votre présence. Parfois, je me retrouve dans des situations absurdes. Je me surprends à bouger mes mains avec nervosité au milieu d'une conversation, à toucher ma montre, à jouer avec mes clés, à croiser et décroiser les bras, comme si je cherchais une armure invisible. Ce qui est inconfortable, c'est de réaliser, dans ce microseconde de lucidité, que ces gestes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la trace physique d'une tension que je ne sais pas nommer, une anxiété muette qui s'infiltre par les doigts, les épaules, le regard. Personne ne me le dit à voix haute, mais je sens comment l'énergie dans la salle change, comment l'interlocuteur s'éloigne à peine, peut-être sans savoir pourquoi. Le corps ne négocie pas. Ce que vous ne traitez pas, il le traduit en petites fuites, en tics, en rigidité, en une présence qui semble se rétracter ou devenir agressive selon la charge interne. Assis devant une table, les doigts tambourinent sans permission, la jambe bouge toute seule, la mâchoire travaille en silence et l'expression faciale révèle plus de fatigue ou d'impatience que je ne voudrais montrer. C'est un langage que personne n'enseigne, mais que tout le monde comprend. Le respect se perd avant même d'ouvrir la bouche lorsque vos gestes sont ceux de quelqu'un qui ne se contrôle pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser votre présence si vos gestes vous trahissent à chaque instant. Le corps enregistre et reproduit tout. L'irritation non résolue se glisse dans un froncement de sourcils. L'insécurité se cache dans la manie de se toucher le visage. Le besoin d'approbation se remarque dans le sourire forcé ou dans le regard qui cherche insistant la réaction de l'autre. Chaque mouvement compte, même ceux qui semblent insignifiants. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vos épaules s'avancent, lorsque vous parlez et que vos mains s'agitent sans direction, lorsque vous changez le poids d'un pied à l'autre, comme si vous vouliez fuir, tout le monde le perçoit. Personne n'a confiance en celui qui ne peut pas garder son corps calme. L'agitation physique est lue comme une faiblesse, comme un manque de contrôle, comme une fracture dans le caractère. La discipline se remarque dans le calme, dans la pause consciente, dans le geste intentionnel qui ne cherche pas d'approbation ni ne cache d'insécurité. La maîtrise commence dans le minimal, une respiration profonde, les épaules détendues, les mains posées calmement, le regard qui se maintient sans trembler. Vous n'avez pas besoin d'une formation en théâtre ni d'étudier le langage corporel pour comprendre cela. Il suffit d'observer ceux que vous respectez. Ils ont tendance à bouger peu, mais chaque geste est sûr, délibéré, transmet une présence. L'autocontrôle s'entraîne dans la répétition de ces petits détails. Choisir de ne pas se gratter la tête à chaque silence, maintenir le dos droit même lorsque l'esprit se distrait, soutenir le regard en parlant et en écoutant. Le corps apprend autant l'agitation que la fermeté, ce que vous répétez vous définit. Là où il y a contrôle des gestes, il y a autorité interne.
votre énergie cesse de se disperser et commence à graviter, à créer un espace de respect silencieux. Ainsi se construit la véritable présence. Geste après geste, jour après jour, jusqu'à ce que le corps ne trahisse plus le message. Contrôlez vos gestes et vous dominerez votre présence. Personne ne respecte celui qui ne sait pas se tenir lui-même. 9. Parle moins, transmet plus par des actes. Une machine rouillée n'a pas besoin d'annoncer sa détérioration. Chaque grincement, chaque retard, chaque réponse lente est déjà une confession. C'est ainsi que tu fonctionnes lorsque tu parles plus que tu n'agis, lorsque tu répètes des promesses et des théories, tandis que tes actes restent bloqués dans l'inertie. Le monde ne bouge pas à cause de tes mots, il bouge à cause de l'évidence brutale de ta conduite. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, ni combien de plans tu déclares à haute voix. Ce que tu laisses réellement dans l'air, c'est la trace de tes décisions concrètes. Parler beaucoup est le mécanisme favori de celui qui craint de s'exposer vraiment. L'averbiage est la carapace de celui qui n'ose pas mettre son corps en jeu. À quoi sert l'éloquence si ce que tu offres est vide? Les gens sentent l'incohérence avant même que tu termines ta phrase. Il n'y a pas de respect pour celui qui vit à justifier son manque d'action, seulement de la patience épuisée et une distance croissante. Si tu veux une présence réelle, tais-toi avant d'expliquer ce que tu feras et mets-toi à le faire. Ton corps, tes horaires, tes gestes et ton énergie quotidienne sont le seul discours qui compte. Chaque minute que tu passes à te convaincre ou à convaincre les autres est une minute volée à la transformation. La discipline ne se prêche pas, elle se démontre. Le respect de soi non plus ne se déclare pas. Il se construit dans chaque acte accompli en silence, dans chaque limite, que tu maintiens même si personne ne l'applaudit. Celui qui a besoin d'expliquer trop ce qu'il fait, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il ne fait rien de pertinent. L'autorité se reconnaît dans la simplicité de celui qui agit et laisse les résultats parler. Ceux qui impactent vraiment ne perdent pas de temps à raconter, ni n'ornent chaque effort minime de mots grandiloquents. Ils se déplacent, ajustent, corrigeant et avancent, sans chercher des regards d'approbation. Le piège est dans l'auto-justification. Lorsque tu te surprends à parler plus que nécessaire, examine avec une brutalité honnête si tu compenses l'absence de fait. Le corps trahit le charlatan. Les épaules se haussent, le regard cherche de l'attention, le ton monte et descend en essayant de couvrir le vide de fond. Ne te trompe pas, personne ne se souvient des discours. Ils se souviennent de l'effet que ta conduite laisse sur l'environnement. La cohérence est le muscle le plus difficile à entraîner, car elle ne se construit que dans la répétition silencieuse des actes. Moins de mots, plus d'exemples. C'est la ligne de démarcation entre la médiocrité et le respect. Si tu veux laisser une empreinte, arrête de parler autant et fais ce que tu dois faire sans l'annoncer. Les mots sont superflus lorsque les faits pèsent. La présence est une action soutenue, pas un discours interminable. Ce que tu fais sans dire est ce qui transforme réellement ta vie et celle de ceux qui t'entourent. 10. Fais de la constance ton identité. Ce que tu répètes chaque jour finit par être ton vrai nom. Il n'y a pas de raccourci. La constance n'est pas une qualité optionnelle, c'est la structure invisible qui soutient ce que tu es, même quand personne ne regarde. À l'intérieur, tu sais que chaque petite décision s'accumule, que ce que tu choisis de tolérer une fois sera plus facile à justifier demain, et que chaque renoncement à l'important t'entraîne vers l'abandon déguisé en confort. Le problème, c'est que l'esprit cherche toujours des excuses. Il te dit qu'aujourd'hui est l'exception, que demain tu vas vraiment commencer, que ce n'est pas grave si tu relâches un peu. Ce dialogue interne, si séduisant et raisonnable, est le piège le plus ancien. Le mécanisme est subtil. Chaque fois que tu te permets un écart en sachant que cela va à l'encontre de ce que tu veux construire, ta confiance en toi s'érode, comme une petite dette qui semble insignifiante mais s'accumule jusqu'à devenir impayable. Derrière cette résistance à la constance se cache une croyance invisible, que l'effort soutenu est seulement pour ceux qui sont nés disciplinés et que tu manques de quelque chose d'essentiel. C'est un mensonge. Ce n'est pas un trait génétique, ni un privilège réservé à quelques-uns, c'est une pratique qui se cultive.
Et au début, oui, ça fait mal. Parce que défier l'impulsion de renoncer exige de regarder en face tout ce que tu as permis de s'installer en mode automatique. L'inconfort est le prix à payer. Quand tu fais face à cette fatigue mentale qui te murmure d'arrêter, quand le corps demande le vieux refuge de l'évasion, c'est là que se joue ton identité. La constance n'est pas épique, c'est la somme de petites répétitions inconfortables, de choisir encore et encore ce que tu sais te construit même si personne ne l'applaudit. Le respect de soi se forge dans ces heures grises, où personne ne fait d'applaudissements, où il ne reste que ta parole et ta capacité à la maintenir. La réalité est que ce que tu fais par routine se transforme en la base de ta perception de toi-même, Si tu entraînes la constance, même dans les plus petites choses, la façon dont tu te lèves, la manière dont tu prends soin de ton corps, la limite que tu mets à ton temps, l'esprit commence à te croire. Chaque acte accompli est un investissement. Il ajoute du respect, renforce ton caractère, te donne une structure interne qui ne dépend ni de l'approbation ni de l'état d'esprit du jour. La discipline ne semble pas glorieuse, elle semble rude au début, mais avec le temps, elle devient un refuge, une source d'énergie qui n'a pas besoin de témoins. Celui qui répète renforce, celui qui improvise se perd. Fais de la constance ton identité et le monde cessera de te percevoir comme une coïncidence. Tu n'es pas ce que tu fais parfois, tu es ce que tu répètes sans abandonner. Ta parole n'a de valeur que si tu es capable de la maintenir quand personne ne te regarde. C'est la différence entre le respect et l'autocompassion. La constance n'est pas pour impressionner, c'est pour ne pas te trahir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.